commencer le cours. Donc on va commencer une série de cours sur Ilchot Berachot. Avant de parler de la halakha proprement dit, comment en parler, on va commencer par Shene'emar, la Hashem, Haaretz Umlo'a. Un verset dans Tehillim, la terre appartient à Hashem. Tout ce qui est sur la terre appartient à Hashem. Donc, il faut comprendre ici un petit peu quel est le sens de cette Gemara. Le monde entier a été créé l'Irvodo, pour honorer Akadosh Baruch. Il n'y a rien qui soit vraiment neutre. Il n'y a rien qui est neutre. Tout a été créé l'Irvodo. Pour donner un exemple qui soit plus parlant, je vais prendre l'exemple suivant. Vous rentrez à l'Élysée, par exemple, et vous aimeriez bien vous asseoir. Mais vous avez peur, parce que vous dites, je ne sais pas si j'ai le droit de m'asseoir ici, je ne sais pas si ça se fait, c'est le palais présidentiel, pas sûr que je puisse m'asseoir. Et là-bas, un verre d'eau, il y a de l'eau et des verres. Vous dites, servir parce que c'est quand même le palais présidentiel, je ne sais pas. Donc ça veut dire que c'est un lieu qui est consacré à la présidence, et de ce fait, tout ce qui s'y trouve, de cette chose qui est consacrée à... Voilà le point que je voulais ici expliquer. Ça veut dire, le monde entier, Nivra Lichvodo, a été créé pour son kavod. Ça veut dire, en fait, on est dans le palais d'Hachem, on se trouve à Paris, à Yerushalayim ou à Hong Kong. La Kol Baraliko. Donc avant de profiter de quoi que ce soit, il faut réfléchir, savoir est-ce que c'est possible ou pas. Hachem l'autorise. Alors quelle est la réponse? Hachem l'autorise ou pas de boire, de manger? Non, Hachem l'autorise pas. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, je vous ai un petit peu étonné. Je dis, mais que ça veut dire Hachem l'autorise? Je bois, moi je mange, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rabbi Lévi, Rami. Donc je cite la Gemara dans Brachot. Rabbi Lévi et Oujet. Ktiv la Hashem Haaretz Umlo'a, ou Ktiv Hashamayim Shamayim la Hashem, ve Haaretz Natan Ibnei Adam. D'un côté, c'est écrit que la terre appartient à Hashem. D'un autre côté, c'est écrit que le ciel appartient à Hashem et que la terre a été donnée aux hommes. Donc ça a été donné aux hommes ou ça appartient à Hashem? Répond de la Gemara, Lo Kashia Kod Kam Kodem Bracha, Kan Lacha Bracha. Ici, c'est avant la bénédiction, ici, c'est après la bénédiction. Avant la bénédiction, toi et Hachem. Après la bénédiction, ça a été donné aux hommes. Donc si je ne fais pas la bracha, et que je mange, je bois, je vole, je profane, je prends quelque chose qui n'est pas à moi. Hachem dit, je ne veux pas, moi, je ne veux pas que tu manges, je ne veux pas que tu boives. Ce n'est pas seulement par une interdiction, c'est parce qu'il faut réaliser que tout ce qui est dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la condition pour pouvoir le prendre, c'est la bracha. La bracha, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui est fondamental et essentiel pour pouvoir accéder à toutes ces choses-là. Sans cela, c'est à Hachem. Bien. Ça, c'est un premier point qu'il est important de noter. Toujours la page 35 dans Brachot. Kol hanehene min haolam hazeh velo bracha, kilu gozel hakadosh baruch hu velikneset Israël. Tout celui qui profite de ce monde sans beracha, c'est comme s'il volait à Kadosh Baruch Hu et Knesset Israël. C'est quoi Knesset Israël? Rabbeinu Bachya, dans Devarim chapitre 8, il dit Klomar gozel à Kadosh Baruch Hu hashgacha, velikneset Israël haperot, shebavon ze haperot mitma'atin et Israël besibato. Si je ne fais pas de bracha, il y aura moins de fruits, il y aura moins de bracha dans le monde. Akadosh Baruch Hu répond en fonction du niveau des brachot. Il y a beaucoup de brachot, il y a beaucoup de bracha. Il y a beaucoup de shefa, il y a beaucoup de bien-être dans le monde. Il y a beaucoup de fruits dans le monde. Il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de fruits. Donc si je aurait pu être donné aux hommes si j'avais fait une bracha. Est-ce que c'est clair? Donc je vole Akadosh Baruch Hu et je vole le Knesset d'Israël.
Donc ça, c'est un deuxième point très important. Troisième point, évidemment, c'est le point peut-être par lequel il fallait commencer. Ma Hashem Shoel Meimar ki im leirat Hashem. Qu'est-ce que Hashem te demande si ce n'est de le craindre? Un verset dans le livre de Devarim. Ça veut dire Ma atikrama et la mea. Ne dis pas ma, mais dis 100. Ma et mea, c'est très proche. Il manque juste le aleph. Donc on ajoute un aleph, ça donne mea. Mea, c'est 100. Et pourquoi 100? Parce que c'est les 100 bénédictions quotidiennes. Chaque jour, 100 bénédictions, depuis le lever jusqu'au coucher. Pour les hommes qui font 3 midot, ça va vite. Une amida, c'est 19 bénédictions. Il faut multiplier 19 par 3, ça fait 57. Vous avez les brachot du matin, dans Yeshaya toujours, mais à un autre endroit. Celui qui fait une bracha sans kavana, ou bien celui qui fait une bracha en faisant autre chose en même temps. C'est écrit, Befiv, je ne retrouve pas la référence exactement, Befiv ou Belibo Kiboni, pardon, Befiv Kiboni, ils m'ont honoré avec leur bouche. Belibam, Rachat Memeni, leur cœur est loin de moi. D'une façon automatique, machinale, c'est de la routine. Si quelqu'un, vous regardez ailleurs, il vaut mieux ne pas lui parler du tout que de lui parler en étant aussi peu respectueux. Je dirais tout de suite, il vaut mieux ne pas parler que de parler de façon irrespectueuse. Eh bien, c'est la même chose. Fais attention, parce que des fois, dans des tfilotes, la Kadosh Baruch Hu dit, je préfère que ces juifs ne viennent pas à l'office, qu'ils ne fassent pas la tfila, plutôt que de faire des tfilotes où on se moque de moi, où on me, en fait, quelque part, on dit des mots rapidement, très rapidement, sans aucune kavana. C'est un manque de respect. Il vaut mieux qu'ils restent chez eux. Alors rappelez-vous le principe Tov me'at bekavana, me'harbe shelo bekavana. Il vaut mieux faire peu avec ferveur que beaucoup sans ferveur. Alors dans les berachot, c'est très court les brachot. Il y a juste le birkat Amazon qui est un peu plus long. À ce moment-là, une fois qu'on a fait la bracha, de profiter de ce qui est en fait normalement la propriété d'Hachem, consacrée à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où je fais la bracha, j'ai le droit d'en profiter. Il y a beaucoup d'introductions dans le livre Zot HaBracha qui est devant moi. Je ne vais pas longuement, c'est un cours de halakha pratique, en fait, donc je ne vais pas faire beaucoup de moussard sur là, c'est juste une introduction au cours de halakha qu'on fait sur les brachot, donc c'est rapide, je fais vraiment le minimum. Maintenant, je vais passer à la partie halachique, vraiment halachique. Donc, la partie halachique comporte aussi un volet kavana. À quoi faut-il penser lorsque je fais une bracha? Donc je ne sais pas si vous allez apprendre des choses nouvelles, parce que là, franchement, sur cette partie-là, je vais aller vite, je pense que c'est très connu. Lorsque vous dites Baruch, soit vous traduisez source de bénédiction, soit vous dites bénir, ça peut y avoir les deux choses, les deux traductions. Qu'est-ce que ça veut dire bénir Dieu? Que Dieu il a besoin de notre bénédiction. Donc je dis à Kadosh Baruch Hu, je te bénis. C'est béni toi, qui tu es pour me bénir? Non, c'est pas tu peux, je te bénis entre guillemets, je te donne la possibilité d'apporter la bénédiction grâce à ma bénédiction. Donc quelque part, c'est donner la force à Kadosh Baruch Hu d'agir, parce que Hachem ne veut pas agir si les hommes ne lui donnent pas. Dans tout ce que je suis en train de dire, déjà, ça va être un peu, voilà, pas de stress, no stress. Pour penser à tout ça, Baruch Ata Hachem. Elokeinu. À quoi vous pensez à Elokeinu? Déjà, Elokeinu, il y a beaucoup de choses à penser. Elokeinu, c'est notre Dieu. Takif, c'est quoi? À quoi faut-il penser lorsqu'on fait une bracha? On n'a pas pensé à tout ça, on est quitte. C'est vrai. Je ne peux pas dire qu'on n'est pas quitte. Mais Hachem est déçu. Il se dit, ils m'honorent avec leur bouche et leur cœur est loin de moi. Voilà les phrases de Yeshaya, le prophète Yeshaya. Donc c'est de l'automatisme, c'est de machinal, c'est ça. Voilà, je pense des choses à la Khalemassé, des choses pratiques, concrètes, auxquelles il faut penser lorsqu'on fait la bracha. Il y a une question là-dessus, tout est clair? Bon. J'ai fait court, hein. Sur le mot Baruch, on peut avoir d'autres explications, mais je pense que c'est un cours d'Halakha, c'est pas un cours de Moussar. Donc j'ai écouté, je vais vous expliquer vraiment le minimum, ce qu'il faut faire pour être quitte comme il faut les 4 ilas d'avoir. Maintenant, nous allons passer à quelque chose qui est évidemment très important, c'est de vous poser la question, qui a instauré les brachot? Vous savez. Alors qu'est-ce qu'il
des phrases bien définies, bien précises. Et depuis que Ezra l'a instauré, il ne s'agit pas de faire d'avoir un petit peu d'imagination. Moi, vous savez, moi je pense que je vais rajouter un petit peu quelques mots. Je ne parle pas d'enlever. Le Hallel, le Hallel des fêtes. Les Tilat Yadayim. Ça, c'était instauré par les Chachamim. Et il y a les Brachot. Les Brachot, ça a été instauré par les Chachamim bien avant Ezra. Sauf que Ezra les a bien précisés et il a donné un noussar, c'est-à-dire des mots précis. Et il ne faut pas changer. Donc je vous invite, si vous avez des doutes, parce que vous ne vous rappelez pas bien par cœur, vous avez aujourd'hui des moyens pour avoir largement dans votre poche ce qu'il faut pour dire les brachot précisément. Pas d'excuses aujourd'hui. Ok? Après, dites-vous, même si vous avez des petites remarques à faire en disant mais j'aurais écrit autrement, j'aurais pensé autrement, ceci, ça dites-vous que ceux qui l'ont fait nous dépassent de loin. Je dis nous tous. J'inclus là-dedans Raphaël Kanevsky aussi, d'accord? Même les plus grands de la génération sont de loin dépassés par la perception qu'ont eu ces gens-là. Et c'est eux qui ont mis le Shemona Esrei en place. Le Shemona Esrei en place, c'est quand même des choses qu'on aurait voulu des fois changer, trouver. Non, il faut suivre exactement ce qui a été décidé. Top. Livnot velintoa kama olamot. C'est quoi? 8,6 centilitres. Vous prenez une canette de 33 centilitres. C'est donc à peu près le quart. C'est ce qu'on appelle un révite. Le quart d'une canette de 33 centilitres. Maintenant, combien faut-il boire? Donc, c'est le chiour du kos. Le kos, chaf, ça fait combien? 20. Vav, 6. Samer, 60, ça fait 86. 86, c'est 8,6 centilitres. D'accord? Bon. Alors, ça c'est le kos de Kiddush. Vendredi soir, vous avez un kos minimum de 8,6. Maintenant, la question est de savoir combien il faut boire. Est-ce qu'il faut boire tout le verre? Est-ce qu'il faut boire tout le verre? Melo l'ourmam. En fait, il faut prendre rov kos, la majeure partie d'un révite. C'est-à-dire que si un révite c'est 8,6, la majeure partie c'est combien? C'est 4,4. Vous avez pris 4,4, vous savez ce que c'est 4,4? C'est rien du tout. Souvent les femmes me disent oh là là, je ne peux pas boire, c'est trop, le jus de raisin je ne supporte pas, le vin je ne supporte pas. C'est combien il faut boire? Combien? La majeure partie de 8,6. 4,4. Ça veut dire que si vous avez une canette, c'est la moitié du quart. Un huitième. C'est quoi la huitième de canette? Alors si vous voulez rajouter, faire des chumrot, faisant, si vous voulez, mais c'est pas... Maintenant vous allez me dire, c'est pas d'après tout le monde. Il y a l'avis du Chazon Ish. Ça c'est Raphaël Kos Midrabanan et un Kos Midrabanan qui est Minatora, parce que le kiddush du soir c'est Minatora. Le kiddush du matin c'est Midrabanan. Donc on peut imaginer que vous allez parmir comme le Chazon Ish le soir et peut-être moins le matin. Mais ce n'est pas grand-chose. Pas. Ensuite, combien c'est kazaït? Kazaït c'est du solide maintenant. Le volume d'une olive, c'est combien? 27 grammes. 27 grammes selon la plupart des poskim. Le Chazon Ish dit 33,3. C'est pas une différence énorme. Hein. Donc prenez 27 grammes, vous êtes très bon. Vous savez ce que c'est 27 grammes de challah? C'est pas grand chose. Hein. C'est très petit, 27 grammes. La matzah, la raison pour laquelle la matzah c'est un peu compliqué, c'est parce que la matzah elle est très légère. Et aussi elle a beaucoup d'air, enfin bref, elle n'est pas très consistante. Mais les chalotes, très vite vous faites vos 27 grammes, on est d'accord? Maintenant, les 27 grammes, il faut les prendre dans un temps limité qu'on appelle Kedé Achilat Pras. Parce que le shiur c'est quoi? C'est prendre une quantité dans un temps limité. Parce que si vous prenez la moitié d'un kazaït au début du repas et 2 heures plus tard la moitié d'un kazaït, vous n'avez pas pris un kazaït. Vous avez pris 2 moitiés de kazaït. Il faut les prendre dans un temps réduit. C'est quoi le temps réduit? C'est 4 minutes a priori
et Bediavad 7,5 minutes. Ok, ce qu'on appelle Kedei Achilatras. A priori 4 minutes, moins dans les 4 minutes, et Bediavad jusqu'à 7,5 minutes. Ça va? Donc, mesdames, lorsque vendredi soir est bientôt, Shabbat matin, vous avez souvent des femmes qui disent ne mangez pas trop de challah, il y a beaucoup de choses à manger. Alors, il faut donner un grand. J'ai parlé à certains israélistes qui, c'est intéressant, d'eux-mêmes, ils me donnaient ce chiffre à peu près 55-60 par repas. Après, le plus, c'est. C'est pas une mitzvah, c'est pas une obligation, ça c'est vous et l'organisation que vous avez de votre repas. Voilà, donc n'oublions pas, 27 pour le kazaït, l'olive, 55 grammes pour kabetza. Évidemment, le chazonish dit plus, d'accord, 33,3 pour le kazaït. Pour le kabetza, il dit 100 grammes, c'est quand même beaucoup plus que 55, hein, c'est presque au double. Mais encore une fois, je vous répète que le minhag séfarade a toujours été, même Ashkenaz, la plupart des Ashkenazim, ils font comme le Rav Chaim Naeh. Car nahagnu arbe shanim, c'est un ça que nous avons l'usage depuis de longues années de faire selon Rav Chaim Naeh. Celui qui veut faire comme un chazonish, tabo à la berach. Alors c'est vrai que des fois à Pessah, pour la matzah, on essaye, comme c'est la mitzvah de la Torah, ou bien le soir de Sukkot, lorsqu'on mange sous la soukha le kazaït, on essaye d'être mahmir comme le chazonish, parce que c'est une mitzvah de la Torah de manger. Voilà, le reste de l'année. Bon, encore une fois, le kazaït, il n'y a pas une grande différence. Entre 27 grammes et 33,3, bon, c'est pas. Surtout avec du pain, c'est pas une grande différence. C'est clair jusqu'à présent, on est allé vite sur les shiurim, on a vu que c'était pas très compliqué. Maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle la hachana, la préparation à la bracha. Il faut se préparer pour faire la bracha, et quelles sont les préparations nécessaires à la bracha. Première chose à vérifier, c'est d'avoir la bouche vide. C'est vraiment pas beau lorsqu'on parle à quelqu'un avec la bouche pleine, n'est-ce pas? Vous trouvez ça très peu, pas poli, on appelle ça t'es pas poli. Il faut avoir la bouche vide. Donc lorsqu'on parle à Kadosh Baruch Hu, la bouche vide. D'accord? On a l'habitude de se rincer la bouche le matin pour honorer Akadosh Baruch Hu avec une bouche un peu propre. Certains se lavent se brossent les dents, et c'est une très bonne chose de se brosser les dents chaque matin, de manière à penser aussi qu'on le fait pour honorer Akadosh Baruch Hu avec une haleine, avec une bouche bien propre. C'est partie de kavod de la bracha. Donc une bouche vide. On verra qu'il y a une exception. Si vous êtes trompé, vous avez oublié de faire la bracha, donc il faudra mettre la nourriture peut-être sur un côté de la bouche, faire la bracha à ce moment-là pour avaler après. Et ça, on parle de quelqu'un qui a oublié, mais si on n'a pas oublié, a priori, on a la bouche vide. Ensuite, la kippa. La kippa, alors vous allez dire ça ne concerne que les hommes. Pas tout à fait, vous savez qu'il y a des femmes qui avaient l'usage au Maroc, certaines se rappellent qu'elles faisaient le bracha, même célibataires, que la tête couverte. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'usage, mais il y a encore des femmes qui le font. Hein. Même célibataires, d'avoir toujours la tête couverte. Donc si vous l'entendez, ne trouvez pas ça bête. Et c'est pas de l'ignorance, c'est vraiment comme ça que dans beaucoup de communautés sfarades, on faisait la beracha. Communauté ashkénaze, un peu moins. Donc les femmes n'ont pas obligatoirement la tête couverte au moment de la bracha. Par contre, ça c'est très important d'avoir un couvre-chef tout le temps, en réalité. Mais imaginons qu'il n'a pas son couvre-chef tout le temps, ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'on ne respecte pas ce que dit le Taz, qui dit qu'aujourd'hui on a pris sur nous de faire avoir une kippa tout le temps. Au moins, au moment où il fait la bracha, il faut qu'il ait quelque chose sur la tête. Donc s'il prend un repas d'affaires avec un non-juif, il est un peu gêné. Parce que, évidemment, il va se dire, mais c'est quoi ce bonhomme qui met une kippa? C'est vrai qu'il est des fois gêné à cause de ça. Donc, il y a plusieurs systèmes pour avoir une solution pour la kippa. Si vraiment vous avez peur du qu'en dira-t-on, certains autorisent un postiche. Un genre de perruque très réduite, une perruque kippa. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai vu quelqu'un qui a ça. Il colle sur son crâne, qui est Baruch Hashem, est bien dégarni.
Et donc ça lui permet en plus de regarnir un peu ce qui n'est plus. Et donc il a donc sa kippa perruque. Ça fonctionne selon certains, pas d'après tout le monde, parce que d'après certains, on considère que c'est pas du tout l'idéal. Pourquoi? Parce que Maritaï, de l'extérieur, c'est pas bon quoi, il y a pas de kippa. Mais c'est sûrement mieux que de ne pas en avoir du tout. Maintenant, évidemment, le mieux c'est d'avoir une kippa, ou bien vous avez le système suivant, vous prenez la manche avec la manche du costume ou de la chemise, et là, vous pouvez faire ça. Certains autorisent la main, mais ce n'est pas l'idéal du tout. La main de quelqu'un d'autre, oui. Il dit bon. Il dit bon. Il lui dit, moi, je n'ai pas, par exemple, on ne commence pas la bracha. Et on est très vigilant à avoir donc un couvre-chef au moment de la bracha. On peut évidemment avoir une casquette, alors irrépliquée. Donc, il faut avoir un couvre-chef, même si on est à la plage. Après, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas très bien habillé quand même. Alors, il y aura un chiour spécial pour expliquer les règles. Mais sachez déjà, puisque les femmes qui vont migrer le savent très bien, que pour faire une bénédiction, il faut que le cœur ne voit pas les parties génitales. En clair, les femmes font comme ça, elles mettent leurs mains sur la poitrine, en dessous du cœur, pour que le cœur ne voit pas ce qu'on appelle la herva. Donc certaines font la beracha sur le mikvé avant de rentrer dans le mikvé avec un peignoir et après elles rentrent dans le mikvé. D'autres rentrent dans le mikvé sans avoir fait la beracha et elles mettent les bras comme ça pour séparer le cœur des parties génitales. C'est ce qu'on appelle le libo, roé et taïrva. Donc si quelqu'un par exemple il a une djellaba et rien en dessous, c'est un problème. Parce que le cœur voit la herva. Donc ça on va expliquer en long et en large dans un chiot bien précis. Mais déjà je vous le dis, faites attention à cette halakha. Libo, roé et taïrva. Que le cœur ne voit pas les parties génitales. C'est clair? Donc, si cela est clair, si vous êtes à la plage et vous avez j'imagine certainement, vous n'êtes pas dans une plage naturiste, pardon. Vous avez donc un maillot, ça suffit. Le maillot, il couvre, il sépare le cœur de l'air. Alors, si vous voulez faire Birkat Amazon, c'est pas du tout la tenue idéale. Donc, de toutes les manières, même pour faire la bracha, j'ai l'habitude de raconter l'histoire de Rav Reikin, qui est une histoire qui m'a toujours beaucoup impressionné, mais qui montre bien ce que nous devrions faire devant la bracha. Souvent, les personnes à un certain âge vont souvent aux toilettes en pleine nuit. Lorsqu'elle est aux toilettes en pleine nuit et qu'ils devaient faire un shayatzar, ils habillaient jusqu'à sa cravate. Ils mettaient tout, chaussures, machin, truc, machin. Ils faisaient un shayatzar. Après, ils enlevaient tout pour se remettre en pyjama. Vous voyez l'effort que ça représente. Est-ce que c'est une obligation? Heureusement que non. Mais ça montre qu'en fait, une bracha mériterait d'avoir ce genre d'attitude. Une bracha, c'est pas la Kadosh Baruch Hu, donc normalement on doit être bien habillé. Alors, un pyjama, ça passe. Torse nu, ça passe aussi. Mais pour Birkat Amazon, c'est compliqué. Birkat Amazon, et même torse nu pour Shayatzar, c'est bien d'avoir Birkat torse nu, c'est pas évident qu'on puisse être torse nu. Ça, il faudrait qu'on en parle aussi dans un autre cours. Mais en tout cas, imaginons que c'est possible. En tout cas, pour la bracha, il vaut mieux se couvrir spécifiquement, même avec une robe de chambre. Quelque chose, enfin, mettre quelque chose sur soi pour marquer le kavod qu'on fait au brachot, et en particulier Birkat Amazon, alors là, il faut faire attention. Il faut s'habiller, c'est faire voilà, kavod pour Birkat Amazon. Et pour les femmes mariées, on va se faire la tête. Alors, se couvrir la tête, ce n'est pas une obligation pour les femmes, même mariées, pour faire la bracha. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent ça, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une obligation. L'obligation de se couvrir la tête, c'est par rapport au mari, par rapport à mari, c'est dans certains cas, et surtout des hommes qui ne sont pas de la famille. C'est sûr que c'est une grande mahala d'avoir toujours la tête couverte, en général. Maintenant, se couvrir la tête pour faire la bracha, c'est une obligation qui n'existe que pour les hommes. Pour les femmes, c'est un plus, et un plus très appréciable. Je n'ai pas dit que c'est. Mais dire que c'est une obligation, c'est pas vrai. Ok? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en robe de chambre? Oui, en robe de chambre.
Attention, une robe de chambre avec une ceinture. C'est-à-dire qu'il faut que sous la robe de chambre, il y ait bien une séparation entre le cœur et les parties du bas. D'accord? Même avec un pyjama. Un pyjama, c'est bon, parce que le pyjama, normalement, il y a quelque chose qui coupe. D'accord? Mais si, par exemple, c'est une djellaba, enfin, comment on appelle ça, un chalouk comme ça, qui est droit, dans lequel il n'y a rien en dessous, ça pose un problème parce que le cœur voit l'air. Rappelez-vous bien le principe. Le cœur ne doit pas voir les parties génitales. Mais les sous-vêtements, enfin, Un sous-vêtement, ça se va aussi. D'accord? c'est pas du tout sur les racontes, mais on va parler d'un pyjama. Une femme a le droit de mettre un pyjama à pantalon. Oui, à la maison, encore une fois. À la maison, lorsqu'il n'y a pas d'homme qui vous regarde, à part votre mari, etc., on peut s'habiller et même ne pas trop s'habiller même. En vérité, Mitzad Adin, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la notion de tsniout par rapport à Kadosh Baruch Hu dans la maison, où il y a deux attitudes. Première attitude, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, il est partout, je dois être tsanoua, même un homme, pas plus fort que une femme, mais un homme et une femme, tsanoua par rapport à la présence d'Hachem. Là-dessus, il y a une marloquette de là dans les poskim. Est-ce que c'est Midat Chassidut ou c'est Achiyuv? Alors, moi, j'ai fait il dit que c'est Midat Chassidut. Et donc, si quelqu'un il est en été, il a envie de dormir torse nu, un homme, je parle, il n'y a pas de problème. Une femme, elle est seule chez elle, il n'y a personne du tout dans la maison. Elle veut dormir torse nu. Elle lui sauve. Seulement, si il y a un problème de tsniout, si la tsniout c'est un din Torah, c'est la tsniout, je parle maintenant, papa, vous avez compris, il y a deux choses. La tsniout par rapport aux hommes qui regardent, il y a une ma'ala, dont parle la Gemara, qui raconte qu'il y a une femme dont les poutres de la maison ne l'ont jamais vu une partie cachée de son corps et qui a par ce mérite eu le droit d'avoir 7 descendants qui étaient Kohanim Gdolim. Ça, c'est ce qu'on appelle Midat Chassidut. C'est vraiment une femme de grande piété. Donc c'est sûr que on voit que c'est une ma'ala. La Gemara en parle avec beaucoup on va dire, d'admiration, d'accord? Mais de dire que c'est une obligation, s'il n'y a personne autour, personne ne voit, c'est une marloquette, s'il y a une notion de tsniout par rapport à la présence d'Akadosh Baruch Hu chez vous. C'est vrai que dans les yeshivot où j'étais, la plupart des bachurim faisaient attention à ça. Pas partout, et pas dans toutes les yeshivot. Il y a des yeshivot où il y a des bachurim qui sont très légèrement habillés dans les internats. Et j'ai posé la question, j'étais un peu étonné parce qu'il y a certains qui s'habillent jusqu'au bout. Même dans on ne les voit jamais un morceau caché de leur corps, même les hommes. Il y en a d'autres qui sont très cool. Alors, je me suis un peu étonné de certaines attitudes. Puis j'ai un peu cherché. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait des poskim qui n'exigeaient pas une tsniout totale. Maintenant, encore une fois, dans le Shulchan Aruch, on a le sentiment très clairement il y a une mission de tsniout, même à la maison. Le Rav Yosef Karo, il parle de s'habiller sous la couverture. Lorsqu'on sort, on fait malbiche avant parce qu'on s'habille sous la couverture. Et je parlais avec Rav Neuwirth, je me rappelle quand c'était hier, Rav Neuwirth, il me disait attention, il faut mettre des chaussettes. Il ne faut pas sortir sans chaussettes des couvertures. C'est-à-dire, il faut que jamais le pied soit découvert. Alors là, j'ai dit à Rav Neuwirth, bon, en plus, si je lui dis moi ou quelqu'un d'autre, j'ai dit, mais on n'est plus en Pologne ni en Russie, on vient d'Afrique du Nord ou bien on est en Israël. Les gens qui sont toujours avec les pieds couverts, etc., là, vous avez un petit peu poussé. Donc, effectivement, dans certains pays, il dit lui-même dans son livre, si effectivement l'endroit où on a l'habitude souvent d'être les pieds sans chaussettes, c'est pas au niveau de tsniout. Donc, je rappelle qu'il y a deux approches. Une approche qui dit il y a une obligation de tsniout par rapport à Akadosh Baruch. Donc, il n'y a pas le mari, il n'y a personne dans la maison. Hein. Il n'y a que Akadosh Baruch qui est partout. Donc, il y a une obligation de tsniout. Les hommes, les femmes, les parties couvertes. Ça, c'est une approche qui est partagée par beaucoup de poskim. Je suis d'accord. Il y a un autre poskim qui dit Midat Chassidut, al pi halacha strict, on n'est pas obligé de respecter la tsniout dans la maison. Ces deux approches, c'est sûr que les gens qui sont très shobrei mitzvot, ils font attention à ça, d'être tout le temps bien couverts, même à la maison, c'est sûr, et de ne se déshabiller que dans la salle de bain ou bien sous les couvertures. Ça, c'est vrai. Vadaï que c'est Nadaga Chashouba et qui est Vadaï que le Rav Yosef Karo il pensait comme ça. D'accord. Après, il y a des poskim qui ont été matirés en disant c'est Midat Chassidut. Et je reconnais que c'est certains poskim.
Et je vous dis ça parce que dans des pays très chauds, si vous n'avez pas vraiment des fois de Vazgan, de dormir avec un pyjama qui vous recouvre tout le corps en été, je ne sais pas combien résiste à la tentation, en tout cas, de s'aérer un petit peu en été. Je dis juste, voilà, que ça soit clair. Et s'ils font ça, il y a sur qui s'appuyer. C'est ça que j'explique. Excuse-moi, je te la question par rapport au pantalon, parce que ça c'est pas vraiment vacciné. Les pantalons, c'est une question de tsniout qui est liée en fait aux hommes, c'est-à-dire au regard des hommes. C'est pas... Par une, je suis Non. d'accord, c'est la documentation, c'est des comme un homme pour une femme. Ça, c'est le regard des hommes. Alors, ensuite, très important aussi, de faire attention au fait d'avoir les mains propres au moment de la bracha. Des fois, pendant le repas, on va éplucher des fruits, on va toucher des gâteaux huileux ou mielleux, enfin, des aliments on va dire plutôt huileux et des gâteaux mielleux, et donc on a les mains sales. On sait qu'on va se lever, on va se laver les mains dès qu'on aura l'occasion. Il ne faut pas se dire, je fais la bracha et je vais me laver après. Tu te laves d'abord, ou bien au moins tu te frottes jusqu'à avec peut-être une serviette pour nettoyer les mains, et après tu fais la bracha. Pas la bracha avec les mains sales. Maintenant, on n'est pas obligé de prendre de l'eau. D'accord? On peut prendre quelque chose. Alors, il y a maïm acharonim lorsque l'on prend du pain. Maintenant, je parle de quelqu'un qui a fait mezonot, par exemple. Qui a fait boré periaetz, qui veut faire boré nefashot. Il faut, là aussi, pour boré nefashot, et à la michia, etc., avoir les mains propres. Ok? Ensuite, très important aussi, est-ce qu'il faut être assis au moment de la bracha? Alors, tout le monde doit savoir que le Birkat Hamazon se fait obligatoirement assis. Obligatoire. La première Beracha et la dernière en général, c'est mieux assis, mais ce n'est pas obligatoire. Certains disent, et le Mishnah Moura le dit, qu'à la Michia, il faut la faire assise. Ça pose des problèmes pour les kidouches du Shabbat matin, où souvent c'est des buffets, il n'y a pas d'endroit où s'asseoir. Encore une fois, si ce n'est pas Birkat Hamazon, il y a vraiment sur qui s'appuyer pour le faire debout. Mais a priori, il vaut mieux le faire assis. Je parle de Ala Michia. Al-Ha'ez, Al-Pri'a'ez, il y en a certains aussi qui disent qu'il faut le faire assis, mais il y a Mishnah Moura, il permet de le faire debout. À la Geffen, de faire debout. Par contre, à la Michia, de faire assis, c'est un conseil du Mishnah Moura. Mais il y a sur qui s'appuyer en le faisant debout. Par contre, le Birkat Hamazon, il faut le faire assis. Toutes les brachot, c'est mieux de le faire assise, mais si on le fait debout, c'est bon. Attention, attention. On est dans la achana des brachot. N'oubliez pas qu'on ne fait de bracha que si la chose elle est devant nous. Ce n'est pas de bracha sur quelque chose qu'on vous promet d'apporter maintenant. Exemple, vous êtes assise et votre mari est allé chercher dans le frigidaire quelque chose que vous attendez. Vous dites, je vais faire la bracha parce que c'est sûr qu'il va l'amener là maintenant. Il va amener le verre d'eau, il va m'amener... Non, 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 non. On fait la bracha que sur quelque chose qui est là. Donc il amène, on regarde bien son verre d'eau, il est bien là, on le saisit avec la main droite, on dit la bracha tranquillement, distinctement et avec kavana, et on boit. Il n'y a pas des sauvages ici, quoi. On va boire rapidement, les gens n'est pas là, on est pressé, non, on fait les choses benachat. Ça prend une seconde de plus. Je vous garantis qu'il y a 2 secondes, on les a sans problème. La preuve, c'est qu'après, lorsqu'il y a une blague, quelqu'un raconte une histoire sécuriante, tout le monde est à le temps. D'accord? Vérifiez bien. On attend. C'est comme à la synagogue. Lorsque vous voulez sortir, les gens ils sont pressés, ils sortent. Mais si à l'extérieur, quelqu'un dit, tu connais la dernière, je connais, une super vanne, le bonhomme, tout d'un coup, il trouvera le temps. Il faut comprendre qu'on est pressé lorsqu'il s'agit de mitzvot, qu'on n'a peut-être pas toujours envie de faire. C'est quelque chose qu'on a envie de faire, on trouve toujours le temps. Rappelez-vous bien de ce principe. D'accord? Même pour un robinet, c'est mieux d'abord d'allumer, d'ouvrir le robinet avant de faire la bracha. Quand vous savez que dans le robinet, il va y avoir de l'eau qui va couler, ouvrez le robinet et faites la bracha, et puis après vous prenez, si vous n'avez pas de verre, directement du robinet.
Maintenant, c'est vrai que si on a fait la bracha avant d'ouvrir le robinet, c'est aussi bon. Dans ce cas-là, ça s'appelle que l'eau, elle est là. D'accord? Elle est présente, quoi. Alors, après vient une halakha un peu plus compliquée que je ne vais pas traiter aujourd'hui. C'est celle d'une bracha qui est faite sur un aliment, puis après on en amène un autre, qui est la même beracha. Est-ce qu'on est quitte et pas quitte? C'est un peu plus complexe. C'est plus complexe que ça en a l'air. Je ne vais pas le faire en 2 minutes. Il faut vraiment qu'on s'assoie, qu'on réfléchisse bien, qu'on donne tous les avis. Donc ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais les attachés la prochaine fois. Il faut que le produit soit préparé. Ça veut dire, vous avez la pomme devant vous, mais elle n'est pas épluchée. Vous avez l'intention d'éplucher. Quand est-ce qu'on fait de la bracha? Une fois que c'est épluché et apte à être mangé. Évidemment, vous n'êtes pas en train de découper la pomme au moment où on fait la bracha. Ça s'appelle faire un peoula, un acte, au même moment qu'on fait la bracha. Ça, c'est interdit. N'est-ce pas? Parce que c'est un manque de respect de faire une bracha et faire autre chose au même moment. La seule chose que vous puissiez faire au moment de la bracha, c'est de marcher. Et même ça, c'est médiaval, c'est pas a priori. Mais sinon, vous ne faites rien pendant la bracha. C'est un manque de respect pour la Kadosh Baruch Hu que de faire autre chose au moment de la bracha. Et si vous avez des doutes, imaginez-vous que vous êtes en train de parler à quelqu'un d'important, est-ce que vous allez commencer à vous lever, à faire ci, à faire ça, etc. Je ne pense pas que vous allez le faire. C'est un manque de respect. Ok? Donc ça, il faut bien que tout soit très clair dans nos esprits. La hachana avant de faire la beracha. Après, on verra la prochaine fois aussi un sujet qui est très important. Si le produit qu'on pensait manger est maintenant pourri, il faut que j'en amène un autre. Est-ce que je peux en amener un autre sans refaire la bracha ou pas? Vous comprenez? Normalement, vous êtes censé regarder aussi le produit, s'il est mangeable ou pas. Avant de faire la bracha, vous l'épluchez, vous vérifiez qu'il est kasher, qu'il est mangeable, et après, vous faites la bracha. Vous ne lancez pas dans les brachas comme ça. Faites attention, des fois, j'ai vu des problèmes de raisin, de vin qui avait tourné. Les gens avaient fait la bracha. Non, il faut d'abord vérifier si le vin il est bon. D'accord? Il ne faut pas se précipiter. Il faut d'abord s'assurer que la bracha vient vraiment s'appliquer sur l'aliment qui est devant nous, qui est mangeable, consommable, tel quel, pour pouvoir après, effectivement, faire la bracha. Est-ce que c'est clair? Très bien. Voilà. Donc, n'oubliez pas, dans la main droite. Et quelqu'un qui est gaucher, les Mekoubalim disent qu'il faut aussi la main droite. Même quelqu'un de gaucher, d'après les Mekoubalim, et les posquets Sfarad, ils sont posés comme les Mekoubalim. Main droite, même si on est gaucher. Si on a une cuillère, on peut prendre la cuillère avec la main droite. Ok? Ça peut pas de saisir obligatoirement la chose. Si c'est quelque chose qui se mange avec une cuillère, on prend la cuillère. Sinon, on saisit la chose elle-même et on fait la bracha. Voilà pour ce premier cours. Rendez-vous les Hashem au prochain cours.